on va accepter cette constitution absolument absurde, comme la constitution de 87 l'était aussi. Le fin fait nous perdre 40 années, pour le faire nous perdre 40 encore. Je vais te dire une chose très simple. Jovenel Moïse avec à peu près 400 000 votes, et puis depuis là, on n'y arrive plus. On est coincé. Parce que ce type de régime politique ne peut être mis en œuvre qu'à la condition que tu aies un certain nombre d'institutions fortes. Là, pour moi, on a perdu Port-au-Prince. Moi, je retourne dans un espace dans lequel on pourra vivre plus ou moins bien pendant peut-être encore 3-4 ans. Je n'espère pas plus. Je considère qu'on m'a volé les meilleures années de ma vie à faire à peu près n'importe quoi avec ce pays. Moi, j'aurais pas aimé que maintenant ce soit mes enfants qui subissent ça. Bon, c'est tout ton ancrage, c'est tout ton état d'esprit. C'est fatigant de parler de ces choses-là en créole parce que comment tu traduis état d'esprit? En tout cas, dans la tombe de ma famille au cimetière de Port-au-Prince, la première personne enterrée, c'est Jean-Pierre Auriol, qui a été enterré en 1835. Après Jean-Pierre, il y a eu Élisée, après Élisée, il y a eu Edmond, après Edmond, il y a eu Jacques, et après Jacques, il y a eu Michel. Donc, tu vois depuis combien de générations on vit dans Port-au-Prince. Ça veut dire ma famille a grandi avec la ville de Port-au-Prince. On n'est vraiment pas, comme la plupart des Port-au-Prinциens, des gens qui sont récemment venus à Port-au-Prince. Et quand j'ai vu récemment, il y a quelqu'un qui a mis sur les réseaux sociaux des images faites au coin de la rue Elvague et de la rue Capois. C'est là que j'ai grandi et que j'ai vu la caméra arriver sur la maison de mon enfance avec toute une partie des murs effondrés, cassés. Est-ce que c'est la police? Est-ce que c'est les gangs? Je ne saurais le dire. Mais c'est comme si on faisait matériellement la cassure avec toute une partie du passé et de l'histoire personnelle des uns et des autres. Et moi, ça me fâche de voir ces choses-là parce que, indépendamment des choses dont on va parler tout à l'heure, qui sont des choses concrètes, matérielles de l'évolution de la ville, il y a une idéologie qui s'est transmise de façon très subtile depuis des années. Et il y a une interview de Roger Gaillard avec Jean-Dominique dans les archives de Radio Haïti Inter, où ils disent tous les deux que la culture authentique haïtienne, c'est la culture rurale et pas la culture urbaine. Donc, en d'autres termes, on dévalorise complètement tous les efforts qui avaient été faits sur plus de 200 ans. De la même façon qu'on a eu un monde rural qui s'est construit pendant le 19e siècle, il y a eu aussi un monde urbain. Et la ville, dans toutes les civilisations, ont été considérées comme une étape importante de progrès humain. C'est l'une des raisons pour lesquelles, par exemple, je n'avais pas osé croire jusqu'au dernier moment que les Américains bombarderaient l'Irak, parce que c'est en Irak qu'on a tout inventé. L'agriculture, l'écriture, la ville a pris naissance en Irak. Et d'une façon générale, dans l'histoire de l'humanité, l'invention de la ville est considérée comme une étape de civilisation extrêmement importante. Donc, personnellement, j'ai fait la démarche de quitter la ville pour aller vivre en province, parce qu'il me semblait qu'il y avait des choses essentielles à faire en province, mais je n'ai jamais renié d'où je venais et qui j'étais.
Mon directeur de thèse parlait de oh là là, le mot me reviendra, donc de la création d'une nation. Et pour lui, c'est ce qu'il y avait d'intéressant dans les études qui se faisaient en Haïti, qui s'étaient faites en Haïti. On voyait une nation en train de se créer, alors que très souvent, les anthropologues travaillent sur des civilisations en train de disparaître. Et pour lui, la Caraïbe, c'était ça, c'était la création d'une nation nouvelle. Et je crois que le message n'est pas passé parce que il a été parasité par beaucoup de idéologiques. Et donc, cette construction sociale essentielle pour Haïti, elle est en train de disparaître. Et il faut appeler les choses et il faut nommer les choses. Et je pense qu'on est... Bon, pour moi, on a toujours été dans une période de décadence, si on peut dire. Et je crois que la disparition des villes est vraiment en train de marquer la disparition d'un type de société. Hey! Pendant que vous regardez la vidéo, songez like, partager et puis commenter. Ça va aider nous pour le travail là, plus loin. Le socle haïtien est aussi rural. Mais pourquoi mettre en parallèle et estimer que l'un est supérieur à l'autre? Et moi, je crois que ce que nous vivons là, si on prend un autre angle, c'est ce que j'appelle moi la trahison des élites. Ça veut dire que quel est le pays qui peut vivre sans élite? S'il y a un pays qui, aujourd'hui, regardant tous les pays que nous connaissons, et si tu es capable de me dire, voilà un pays qui a grandi sans élite, et je suis preneur. Donc, lorsque les élites se renient en tant qu'élite, un pays ne va pas très loin. Et quand tu regardes les idéologies successives, si je prends la racine historique pour être un petit peu plus clair, tu as une société coloniale parce que tout vient de là. Il faut toujours se reporter aux origines. C'est ça qui te permet de clarifier un peu les choses qui se passent aujourd'hui. Il y a des gens qui estiment que c'est un détour qui est trop long. Grand bien leur face s'ils arrivent à expliquer les choses sans ça. Parce qu'il faut toujours voir les choses dans leur évolution. Tu as une société coloniale où tu as à peu près un demi-million d'esclaves. Tu as une trentaine de milliers de blancs, une trentaine de milliers d'affranchis. Bon. Quand moi j'ai travaillé sur le foncier colonial rural, donc je me suis rendu compte dans une région du pays où on disait que les affranchis étaient majoritaires, donc le sud globalement, la plaine des Cailles en particulier, je me suis rendu compte qu'en fait les habitations étaient pour l'essentiel la propriété de blancs. Il y avait très très peu d'affranchis impliqués à titre de propriétaires et de gestionnaires d'habitation sur les habitations coloniales qui vont devenir donc la base de la paysannerie haïtienne. C'est encore des circonstances particulières qui vont donner naissance à la paysannerie haïtienne. Maintenant, comment te dire, par contre, quand tu prends le cadastre de la ville des Cailles, tu te rends compte que l'essentiel, une bonne partie de la ville, je ne vais pas dire l'essentiel, une bonne partie de la ville, la partie de la ville la plus défavorisée en termes de risques, donc notamment de risques d'inondation déjà, c'est les affranchis. Et c'est à ce moment-là que tu te rends compte, et il y a d'autres études qui ont été faites qui te permettent de réaliser que les affranchis sont essentiellement un groupe social urbain. Et c'est comme ça que, à l'indépendance, tu vas avoir les affranchis, noirs, mulattes et autres métis. Tu vas avoir un groupe social urbain qui parfois a réussi à se glisser dans l'administration communale, qui a eu l'opportunité d'aller à l'école,
aussi bien dans la colonie qu'à l'étranger. Donc tu as un groupe social qui représente autre chose et qui n'est pas du tout impliqué dans la production dans la plupart des cas. Ce sont des administratifs et c'est eux qui représentent, et je le dis souvent, je pense qu'il faut y penser. On n'a pas 100 personnes qui savent lire et écrire correctement en 1804. Et ils sont dans ce groupe social-là. Maintenant, parallèlement à ça, c'est pour ça que tu vas les retrouver dans toutes les administrations. Et si on sort du schéma, en faisant l'effort de sortir du schéma lutte des classes et toutes les conneries et noirisme qu'on connaît. Et maintenant, si tu prends parallèlement à ça, ces anciens esclaves qui se retrouvent sur les anciennes plantations, il faut apprécier l'effort considérable que ça représente de prendre 1/2 million de personnes qui n'ont jamais été socialisées. Ils sont à poil dans la savane. Seul bagaille à faire, c'est travail, c'est couper, c'est manger. Ça veut dire que des gens qui avaient été désocialisés par l'esclavage, et maintenant, comment te dire, on essaye l'enjeu plutôt, c'est de leur permettre de refaire partie d'une société, de recréer des choses auxquelles ils n'avaient pas droit, une famille, parce qu'on voit surtout dans l'esclavage les coups de fouet, etc. Le plus profond, c'est autre chose. On leur a changé leur nom, ils ne sont pas venus avec leur tante et leur grand-mère, ils sont venus seuls, on les a coupés de leur famille, ils n'ont pas la possibilité de recréer une famille, puisqu'on peut vendre, une fois qu'ils sont avec une femme et qu'ils font des enfants, etc., on peut vendre ces femmes, ces enfants à n'importe quel moment. L'enjeu du 19e siècle, c'était ça. C'était vraiment comment resocialiser, comment toute cette masse d'esclaves allait se resocialiser après l'indépendance. Et pour moi, c'est un moment crucial. D'ailleurs, les deux groupes sociaux vont faire exactement le même choix, une famille endogamique, mais on arrive à recréer une famille et une paysannerie. On arrive à créer une famille paysanne, on arrive à créer une paysannerie, des systèmes agraires, donc une religion qui prend forme, elle existait avant, elle prend sa forme particulière à ce moment-là. Il y a deux mouvements qui se font parallèlement. La vie d'une société, il n'y a pas que l'économie. Tout le monde pense que tout le monde est en train de faire des raisonnements économiques extrêmement subtils. Ce n'est pas le cas. On est en train de créer une nation. Et tout le monde n'est pas égal dans une nation. Tout le monde n'a pas exactement la même culture, la même psychologie, le même capital. Donc, ça se passe partout comme ça. Donc, ça a été vraiment le moment le plus fondamental du 19e siècle. On est sorti de l'esclavage, mais on a créé une paysannerie, on a créé une famille haïtienne avec ses qualités et ses défauts. Et ça, nous devons rendre hommage à nos ancêtres. Ce n'est pas seulement la bataille de Vertières qui est la bataille. Il y a eu plein de petites batailles, plein de petites victoires. Et il faut qu'on ait conscience de ça. Donc, on ne peut pas se permettre en tant qu'intellectuel de dire qu'une de ces cultures est supérieure à l'autre. On accuse tout le temps les Blancs de faire ça, ça s'appelle du racisme. Beaucoup d'intellectuels n'ont pas pris le temps beaucoup d'idéologues, beaucoup de politiques, ils n'ont pas pris le temps de lire les livres d'histoire. Il y a, depuis le petit d'Orsainville que tout le monde étudie, et qui est sorti au début du XXe siècle, il y a eu énormément de thèses, d'articles, de livres d'inégale valeur. Il y a des documents auxquels on n'avait pas accès, auxquels on a accès aujourd'hui, et qui permettent de retracer un certain nombre de choses. Et du coup, on peut voir les choses différemment. Et ce qu'on va voir différemment,
C'est par exemple la guerre du Sud qui est présentée comme une guerre noire mulâtre. On va avoir effectivement au long du 19e siècle des massacres de mulâtres à certains moments, notamment sous Salomon, notamment sous Soulouk. Mais est-ce qu'il s'agit d'un massacre de mulâtres? Est-ce qu'il s'agit d'un massacre d'anciens affranchis? Je pense que on ne peut pas être affirmatif à 100% aujourd'hui sur certains cas, mais je crois qu'on peut dégager certaines lignes. On peut lire aussi différemment le fameux conflit Toussaint et Rigaud. Mais le fond de la question, c'est que le politique s'est mis dedans et on a traduit tous ces événements-là par une rivalité entre deux élites, une élite noire et une élite mulâtre, ce qui va donner le noirisme. Et après le départ de Duvalier en 1986, c'est une ligne idéologique qui n'a jamais été remise en question. Et moi, je lis certains événements d'après 1986 comme étant certains intellectuels ou familles ou individus, je dis mulâtres pour simplifier très fort, qui prenaient une revanche sur les 30 ans de Duvalier, le fameux pouvoir noir. Et je pense qu'on s'est perdu dans cette bataille-là. Et en arrière-plan, moi, je sens cette bataille dans tout ce qu'on vient de vivre pendant les 40 dernières années. Et jusqu'à présent. Et je crois qu'il y a beaucoup d'aggiornamento qui n'ont pas été faits, et de part et d'autre. Et malgré qu'il y ait eu des transformations sociales, et aujourd'hui, je crois qu'on est en train de vivre la plus grande transformation sociale que ce pays ait jamais connue. Ça veut dire l'élimination de toute une catégorie d'acteurs sociaux qu'il faudra réinventer. Et je ne pense vraiment pas qu'il s'agisse d'une question de classe. Tu vois, quand tu prends... On a eu un professeur d'agronomie, d'agriculture comparée qui avait dit, mais vous parlez de bourgeoisie, donc on était une vingtaine d'étudiants, donc il faisait son show. Et il a dit, mais vous êtes en train de parler de bourgeoisie et de lutte des classes. Mais où sont les ouvriers? Où sont les bourgeois? La bourgeoisie, c'est une classe qui épargne et qui investit. Moi, je vois des gens qui dépensent. Donc, c'est un schéma qu'on veut appliquer. Il y a des mouvements dans cette société, il y a des groupes dans cette société, il y a des comment on appelle ça, des trajectoires de famille, personnelle, etc. Mais ça ne peut en aucun cas s'assimiler à la lutte de classe. Et ce n'est pas par hasard que ce soit le petit-fils du président Tancred Auguste, considéré comme un grand paysan mulâtre, un grand président mulâtre, donc abuseur du peuple, qui a créé le Parti communiste en Haïti. On devrait se poser la question. Moi, j'ai vécu, quand j'étais étudiante en France, il y avait je connaissais un groupe de Tupamaros, donc, qui avait fait la guérilla urbaine en Uruguay et qui étaient tous en exil à Paris. Et à l'intérieur du groupe, il y avait justement le groupe le plus fort et qui avait donné le ton à l'action des Tupamaros, c'était des fils de médecins, des fils de grands entrepreneurs qui se faisaient engueuler justement par les gens venus de classes sociales beaucoup plus modestes et qui disaient, écoutez, c'est à cause de vos conneries qu'on en est là aujourd'hui. Donc, on a fait une analyse qui n'était pas du tout, qui ne correspondait pas du tout aux réalités de l'Uruguay. On a passé un réveillon ensemble où c'était extrêmement chaud. Donc, comme aujourd'hui, comme on le fait aujourd'hui, ça veut dire qu'on pense qu'on peut transposer sur une société qui a une histoire complètement différente, les concepts et les valeurs de la démocratie. Ça n'a pas marché.
Et on n'a pas été dans une transition démocratique pendant ces 40 ans. Qu'est-ce qu'il y a eu de démocratique dans ce pays au cours des 40 dernières années? Qu'on arrête de me dire qu'on est en train d'avancer vers la démocratie. C'est faux. C'est faux. Ça veut dire qu'on prend des idéologies. J'ai un très bon ami qui va être très furieux d'entendre ça, mais il n'y a rien de démocratique dans cette société. J'étais à Paris, à Roland-Garros. Il y a une espèce de pavillon où on accueille des colloques internationaux et des trucs. À l'époque où les Américains lançaient, donc dans les années 80, les grands mouvements de démocratie en Afrique. Donc il y avait peut-être, sur 100 personnes, il y avait peut-être 80 blancs et 20 africains. Donc il fallait conditionner l'aide à la démocratie, patati patata. Et puis il y a une vieille anthropologue américaine qui monte à la fin sur le podium et qui dit je vous fais une mise en garde parce que moi je travaille en Afrique depuis je ne sais combien d'années et je n'ai rien vu dans un village africain qui ressemble à la démocratie. Ce sont d'autres systèmes sociaux et une autre façon de gérer les rapports de pouvoir. Donc, c'est des transpositions abusives qui vont créer plus de problèmes en Afrique que ça ne va rien solutionner. Moi je vais prendre un exemple très simple. C'est un sujet sur lequel je travaille depuis quelques années, c'est la parenté. Donc, quand tu prends les systèmes familiaux haïtiens, urbains et ruraux, tout est axé sur la parenté. Ça veut dire que tu prends une ville comme Jérémie, on te dit que c'est une ville où les mulattes se marient entre eux et qu'ils ne se mêlent pas au reste de la population. Quand tu fais la généalogie des familles de Jérémie, tu vois que toutes les familles de Jérémie descendent d'un seul et unique personnage qui est Alain Clérier, qui a eu 10 ou 11 filles, donc ça fait 10 ou 11 noms de familles différents. Okay? Mais tout le monde, on se marie entre cousins, on ne se marie pas entre mulâtres. De la même façon, tu prends une généalogie paysanne, tu vois, c'est des structures familiales différentes. Tu prends les familles paysannes, tu fais les généalogies et tu retrouves, c'est beaucoup plus difficile à faire parce que la transmission du patronyme est différente. Mais tu vois aussi que c'est l'endogamie, c'est ce que nous on appelle en anthropologie l'endogamie. Donc on se marie entre parents et pour différentes raisons, notamment des raisons religieuses, notamment des raisons foncières. On ne veut pas émietter le foncier plus qu'il ne l'est déjà. Donc ta base sociale, c'est ça, en ville comme à la campagne. Maintenant, le socialisme, le communisme, il naît quand? Il naît lorsque, au 19e siècle, les familles paysannes européennes quittent la campagne pour aller en ville, où maintenant ils sont complètement séparés de leurs racines familiales. Et c'est à ce moment-là que naissent les partis politiques, c'est à ce moment-là que naissent les syndicats, parce qu'on crée d'autres formes de solidarité pour gérer une autre situation sociale. Donc, et ça, comme on n'a jamais eu cette révolution industrielle et transposée en Haïti, on n'a jamais eu ce passage à une forme d'anonymat, à une forme à des formes de relations sociales qui soient en dehors des structures familiales et religieuses. Donc, on est dans un univers différent. On n'est pas dans l'Allemagne de Marx ou dans l'Angleterre d'Engels. Donc, la transposition des analyses ne peut pas se faire automatiquement. Donc, on va nécessairement faire des erreurs dans les décisions. Ce qui est intéressant, c'est de voir... bon, on dit tout le temps que les Haïtiens n'ont pas confiance les uns dans les autres. Et je pense qu'une partie de l'explication vient de là. Ça veut dire que j'ai fait une bonne partie de ma thèse est consacrée à une famille paysanne, la descendance de Toussaint César, ce qu'on appelle en créole la race, et qui en français s'appelle aujourd'hui la famille. C'est de l'ancien français.
Donc, donc la race de Toussaint César. Donc Toussaint César, et c'est systématique, quel que soit l'espace que tu prends dans le pays, le point de départ des familles paysannes, c'est le premier qui a acheté la terre au 19e siècle, ou qui l'a reçu en don de l'État au 19e siècle. Et maintenant, tu as donc ça, c'était dans la deuxième section rurale de Campérin. Donc Toussaint César a acheté une partie de l'habitation Fabre, donc qui avait appartenu à une famille française, évidemment. Et on retrouve la tombe de Toussaint César. C'est l'ancêtre, c'est le démembré. C'est là que tout le monde se réunit à la fin de l'année, 1er 2 janvier. Les gens viennent sur la tombe de l'ancêtre. Et maintenant, l'ancêtre, toute sa descendance, toute sa progéniture, c'est la famille. Donc maintenant, tout le monde a le même culte vis-à-vis, c'est le culte qui est rendu dans la famille, c'est à Toussaint César, le fondateur de la famille. Donc on partage les mêmes, comment on appelle ça déjà, à chaque génération on a un serviteur, on sait qu'on va servir les lois que servait Toussaint César, et maintenant on est dans une ambiance de confiance. On a le même ascendant, on partage les mêmes cultes et on se retrouve périodiquement donc pour renouveler quelque part ces attaches familiales. Le gars qui est en face de toi et que tu rencontres pour un débat politique ou pour une affaire commerciale quelconque, pas qu'on côté le sorti, ou pas qu'on qui a s'y servi, ou pas qu'on sait qui loi lié, est-ce que son loi méchant, est-ce que son loi Congo, ou pas qu'on est. Donc il y a un a priori que ça peut être quelqu'un de dangereux. On ne vient pas du même lacou. Donc il y a ce premier sentiment, mais d'un autre côté aussi, et ça tu peux le voir si on le transpose maintenant à l'échelle de la nation, moi j'ai la prétention, lorsque j'aurai fini mon travail, de mettre tous les présidents d'Haïti sur 2 arbres généalogiques. Quand tu regardes les liens de famille qui se multiplient, puis il y a peu de gens qui ont compris ça quand on a fait cette exposition sur les chefs d'État en 2004. Mais tout le monde te dit, ah oui, Dessalines, on avait mis Dessalines de côté, c'est en 1900 combien qu'on va enfin rendre à Dessalines ce qui lui était dû. Mais c'est complètement faux. Dessalines, son petit-neveu, Nissage Saget, est président d'Haïti. Ses arrière-petits-fils, Florville Hippolyte et Cincinnatus Lecomte, sont eux aussi présidents d'Haïti. Donc, alors qu'on nous parle de démocratie, nous, on se rend compte qu'en fait, il y a un rapport dynastique dans la façon dont le pouvoir politique est distribué, indépendamment de tout ce qu'on peut raconter. Ça veut dire que tu prends comme Geffra, c'est le petit-fils de Boyer ou de Pétion, je ne sais plus. Et maintenant, quand tu vois les différentes tentatives de Boyer-Bazelec, c'est la même lignée dynastique, jusqu'à Louis de Joie, qui est lui l'arrière-petit-fils. Avoir un parent qui a été président d'Haïti, ça te permet de prétendre à être toi-même président d'Haïti. C'est le suffrage universel qui va détruire tout ça en 1950. Le président, notre éternel candidat Anténor Firmin, pour se rendre présidentiable, il épouse la fille de Sylvain Salnave. Donc il rentre dans une famille présidentielle. Donc en sous-estimant le poids des adversaires de Sylvain Salnave, qui était encore dans tous les couloirs du pouvoir au moment où il s'amène avec ses prétentions à la présidence. Donc ça veut dire que quand tu fouilles un petit peu,
et que tu regardes les motivations, la façon dont les gens gèrent le pouvoir, la façon dont le pouvoir se transmet, tu te rends compte qu'on n'est absolument pas, c'est pas une affaire de dictature. C'est vraiment un autre système de référence pour l'attribution du pouvoir politique. Il y a deux moments. La Constitution avant 50, c'était quelle année? Je ne me souviens plus. Où on a fait les premières élections sénatoriales directes, parce que c'était les députés qui élisaient les sénateurs, jusqu'en 1940 et quelque chose. Et le président de la République était élu au suffrage indirect, Chambre des députés plus Sénat, qui votait pour le président de la République. Donc, à partir de 1950, tu as le suffrage universel direct pour l'élection du président de la République. Ce qui est un système extrêmement délicat à manipuler. Il faut des partis politiques, il faut une autre culture politique. Même en France, en 1958, qu'ils vont mettre l'élection du président de la République au suffrage universel direct. Nous, on a précédé ça, on l'a fait depuis 1950. Donc, et qu'est-ce qui se passe? La première élection ne compte pas, puisqu'il n'y a personne en face de Magloire. Donc, Magloire est élu président. Maintenant, Magloire tombe, les événements qu'on sait. Première élection ouverte, contrairement à ce qu'on raconte, c'est Duvalier qui passe. Il verrouille le système avec la présidence à vie. OK. Deuxième élection ouverte de la période, les élections de 90, 91, c'est Aristide qui passe et il verrouille le système avec les jeux de passe-passe avec René Préval. Donc, et puis maintenant, on arrive à faire l'élection de Michel Martelly plus ou moins. Maintenant, avec une cassure avec Privert. Idem pour Jovenel Moïse avec à peu près 400 000 votes. Et puis depuis là, on n'y arrive plus. On est coincé. Parce que ce type de régime politique ne peut être mis en œuvre qu'à la condition que tu aies un certain nombre d'institutions fortes. La première de ces institutions étant le parti politique. Donc, le parti politique qui demande que... Pourquoi les partis sont héréditaires en Haïti? Il faut qu'on se pose la question. Pourquoi on n'arrive pas, une fois que le chef est mort, s'il n'a pas quelqu'un, fils pour reprendre, la structure s'évanouit avec le temps. OPL, Maniga, la DNP, etc. Donc, il faut qu'on puisse aujourd'hui se poser les bonnes questions et faire les bons constats. Il y a un problème. Bon, le problème, c'est pas la ville de Port-au-Prince, tu vois, c'est que on fait l'indépendance, on a un certain nombre de villes. Maintenant, on a une économie différente qui se développe. On a une population qui augmente. Donc, il y a des villes nouvelles qui apparaissent, hein, chacun. Et bon, tout ça arrive à faire système, donc à fonctionner. Et puis maintenant, début 20e siècle, la population haïtienne se met en mouvement. Et comment dire, le système économique ne permet pas de supporter une population aussi importante, puisqu'il n'y a pas eu de modernisation vraiment de l'économie. Et donc, tu as les Haïtiens qui commencent à aller vers Cuba et la République dominicaine, et puis qui viennent en ville. Ils viennent en ville pour, comment dire, des petits emplois de domesticité, de petits métiers, etc. Et au fur et à mesure que le temps passe, comment te dire, ces villes prennent de l'ampleur, ce qui fait que tu vas passer entre 82 et 2020, donc recensement de 82, estimation de population de 2020, de 6 millions à 12 millions d'habitants. C'est énorme. Et maintenant, tu vas passer de
40% à plus de 62% de population urbaine dans des villes sans économie. Et maintenant, ça se passe au moment où justement on est en quête d'une démocratie introuvable et où tu as toutes sortes de mouvements politiques et sociaux et où les institutions n'arrivent pas à gérer ce qu'on a essayé de mettre en place. Et c'est ça qui est un peu compliqué à comprendre, je pense, pour beaucoup de gens. C'est qu'il y a eu des réformes au niveau des collectivités territoriales, au niveau du système judiciaire, etc., qui font qu'aujourd'hui, le système judiciaire, il est bloqué. Les juges ne rendent plus de jugement, il y a des mouvements d'avocats, etc. Ce qui se passe dans les facultés de droit, c'est absolument inimaginable pour un professeur d'université. Donc, on a affaibli globalement toutes les institutions en voulant bien faire, en écoutant ce que tel blanc disait ou tel autre blanc, particulièrement la MINUSTAH en ce qui concerne la justice et tout le monde en ce qui concerne la sécurité. Donc, tu vois bien que ces innovations, qui sont des innovations complètement disparates, ne font pas système. Ça veut dire que ça ne permet pas à l'ensemble de marcher. Donc maintenant, quand tu prends Port-au-Prince, comme moi j'étais enfant, c'est 300 000, 400 000 habitants. Aujourd'hui, aujourd'hui on ne sait pas parce qu'il y a eu deux chocs démographiques importants, le tremblement de terre et l'insécurité. Mais disons avant 2010, disons, tu avais une ville, la commune de Port-au-Prince, stricto sensu, c'était 300 à 400 000 habitants. Maintenant, comment on dit ça, sans compter Delma, Carrefour, Cité Soleil, Tabac, qui sont des démembrements de la commune de Port-au-Prince. Donc ça te fait l'un dans l'autre près de 4 millions d'habitants. Mais il n'y avait rien pour accueillir ces 4 millions d'habitants. Tu passes de 400 000 habitants à 4 millions d'habitants, tu fais un saut en termes numériques qui n'est pas pris en charge par les institutions. Ça veut dire que quand j'étais à l'école, on nous apprenait à marcher dans la rue. On nous apprenait, et on s'en est rendu compte, et on te disait quand tu marches dans la rue, il faut marcher de tel côté, de façon à toujours avoir les voitures en face de toi, il faut faire ci, il faut faire ça. Donc on t'urbanisait. Donc, et il y avait d'autres institutions aussi qui servaient à ça, le cinéma, le théâtre, les places. Tu rentrais progressivement dans des formes de vie urbaine parce que les structures et les institutions étaient là. Et tous ces gens qui sont venus et qui n'ont pas trouvé ça, ils ne trouvent pas de travail ou des petits boulots insignifiants, on met les enfants à l'école. Et c'est là que moi je pense que, indépendamment de ce qu'on a dit tout à l'heure, les intellectuels doivent faire attention, ils ont des cadavres dans la bouche. Quand tu dis que la culture urbaine, elle ne vaut rien, mais tu vois la population rurale qui est en demande de ville. C'est comme aujourd'hui, on fait semblant de dire oui, le patriotisme, etc. Mais c'est une jeunesse qui est en quête de départ. Parce qu'il n'y a pas d'avenir économique. Ce n'est pas que le raï pays a trouvé le pas bon, c'est pas ça. Il n'y a pas d'avenir économique en Haïti pour elle. L'étape urbanisation, avec ce qu'elle peut avoir de culture universelle, si tu veux, donc on saute cette étape-là, et puis bon, tu as tes jeunes qui sont lâchés partout, et puis ceux qui restent et qui ne trouvent rien pour eux. Ou pas quand même on nègre au cinéma, pas quand même on fial bon crème dans le cinéma première. C'est quoi la vie sociale, c'est aussi ça. Hein? C'est pas un type qui est derrière son comptoir et qui compte son argent. C'est l'opportunité de marcher dans la rue. C'est l'opportunité. Moi, j'avais des copines, on habitait plus ou moins le même quartier, on était dans la même école. Aller à l'école, c'était vraiment 5 minutes à pied, 10 minutes à pied de chez nous. Il y avait une vraie vie de quartier. Donc, c'est tout ça que la population qui est arrivée depuis 82
n'a pas trouvé, qu'on n'a pas été en mesure de lui offrir. C'est vraiment ce qu'on appelle une ville criminogène. Ça veut dire elle crée un entassement de population. Moi, j'appelle ça des zones de bâtidance, je ne les appelle pas des villes. Tu crées des conditions de vie où les gens qui viennent trouvent en partie ce qu'ils cherchaient, mais ils ne trouvent rien de ce qui fait l'urbain. Ce qui fait qu'on est, pour moi, rentré dans un processus de désurbanisation qui est... tu vois, les gens parlent des gangs, moi ça ne m'intéresse pas du tout de parler des gangs. Où sont les institutions préposées à assurer la sécurité des vies et des biens? Il y a beaucoup de gens qui s'imaginent qu'il y a des gens qui font des complots contre Haïti, etc. Mais il n'y a pas de complot, il y a le crime organisé international. Donc, on a créé des espaces criminogènes. Et on va le voir, Pétionville est en train d'étouffer. Le Cap, c'est une horreur. On est en train d'avoir, regarde ce qui vient de se passer là dans le sud, avec ce notaire et cet avocat. Il y a tellement tout le monde veut faire de l'argent avec l'urbanisation rapide de la ville des Cayes, mais personne ne pense à la structurer. Donc, tu es en train de créer des espaces criminogènes. Ok, on va prendre un exemple très simple. 2010, tremblement de terre. Bon. On a beaucoup exagéré le nombre de victimes parce qu'il fallait paraître très malheureux aux yeux de l'international en pensant que ça allait apporter beaucoup d'argent. Donc maintenant, le gouvernement en place décide et d'autres partenaires qu'ils avaient, et je parle de partenaires locaux, pas internationaux, ils ont pensé qu'ils allaient gagner le gros lot et qu'on allait faire comme Beyrouth, ça veut dire la diaspora et les millionnaires, milliardaires étrangers allaient venir acheter de la terre à Port-au-Prince. Bon. Donc, ils frisent tout mouvement de reconstruction qui était possible dans le centre-ville. Et on a eu, à un certain moment, la visite du chef de ONU Habitat, donc l'Agence des Nations Unies pour l'habitat et le logement. Et il a fait une conférence à Focale. Et il a dit dans cette conférence, on ne reconstruit pas une ville à sa périphérie, mais en son centre. Et c'est encore un problème idéologique. Ça veut dire que l'essentiel des financements que Haïti a trouvé après le tremblement de terre, l'essentiel de ce financement a été géré par des agences internationales de coopération, des ONG, etc. Donc, on cherche toujours à, comme on aime beaucoup se flageller nous-mêmes, donc on dit toujours que c'est l'État haïtien qui a gaspillé, mais ce n'est pas l'État haïtien qu'on a donné l'essentiel de cet argent. Et ces gens ont fait des interventions dans les quartiers périphériques. D'ailleurs, c'est eux qui ont retiré soi-disant les gens qui étaient dans le camp, parce que ça aussi c'est une grosse arnaque. C'est eux qui ont créé les camps. Et dans les camps, il y avait la plupart des gens qui étaient dans ces camps n'étaient pas des victimes du tremblement de terre. Et c'est comme ça qu'ils nous ont peuplé le monde de l'hôpital notamment. Donc, on a fait des interventions à Grand Ravine notamment, qui ont renforcé une espèce d'identité ghetto, si tu veux. Au lieu alors que comment il s'appelait, Johan Klaus disait lui-même, ce que ONU Habitat n'a pas fait, mais il l'a dit à la conférence. On ne reconstruit pas une ville à sa périphérie, mais en son centre. Donc, tu prends un bidonville comme Baillargeau, donc au-dessus de l'avenue N. Donc l'idée justement, c'était que on puisse rétablir le contact entre Baillargeau et l'avenue Christophe, donc en passant à côté de l'Olofsson. L'idée, c'est d'intégrer les gens à la ville. Donc de créer, en plus, il y avait un autre. Donc on avait décidé que tout l'argent qu'il y avait devait aller aux populations les plus pauvres. Les classes moyennes, c'est l'horreur, ça fait partie des élites répugnantes.
y a eu combien de gens qui ont perdu leur maison, leur business, etc. dans ce tremblement de terre. Il n'y a rien eu comme politique pour les classes moyennes après le... Donc, comment te dire, tu pousses dehors, je dirais, les gens qui servent naturellement de tampon entre les différentes couches sociales dans une société. Et résultat des courses, tu as ton centre-ville qui reste vide et qui devient un terrain de chasse intéressant pour les gangs. Ça, c'est le côté tremblement de terre. Je vais prendre un autre côté. Élection, tu sais, 87, c'était vraiment la décentralisation. On avait beau dire aux gens, faites attention, c'est pas qu'on soit contre la décentralisation, mais il y a des conditions pour faire la décentralisation. C'est pas parce que Mitterrand a décidé, et quand il a gagné les élections, qu'il allait faire la décentralisation, que nous-mêmes, pour nous copier ça, l'a dit. Donc, on a des vécus historiques et des vécus de peuples qui sont différents. Il faut voir qu'est-ce que ça apporte concrètement. Je vais te dire une chose très simple. Tu vois, première élection de maire à Port-au-Prince, donc en 90-91, et c'est à ce moment-là que tu vois prendre naissance tous les grands chefs de gang qu'on va avoir, les Ronald Cadavre, les Camille Cadavre, le chef historique de Grand Ravine, tous les directeurs marchés, directeurs cimetières. Donc, je ne sais pas quelles sont les raisons profondes à ça. Je pense qu'il y a probablement des histoires de corruption derrière. Mais tu vas le voir dans la plupart des grandes villes. Donc, ça commence avec les élections de 90-91. Donc, tu vois, on utilise des instruments qui semblent avoir fait leur preuve, mais qui démontrent que ce n'était pas si vrai que ça en France, en Belgique, etc. Tout le monde a des poudres par la démocratie ou bon pour mourir. Donc, mais que tu le dis parce que l'état de la société a produit la démocratie à un certain moment dans un espace géographique et dans des sociétés bien particulières, ça ne veut pas dire que ça a valeur universelle. Cette affaire de pensée unique qu'on nous sert depuis la chute du mur de Berlin, il faut qu'on fasse l'effort d'en sortir. Donc, résultat des courses, tu as des espaces où tu vas concentrer donc une population. Il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas de service, il n'y a pas d'emploi. Donc, tout le monde est bon, où le peu d'emplois qui avaient été créés va disparaître au fur et à mesure. Donc, tu crées toutes les conditions pour que... Et là, aujourd'hui, quand on dit « Attention, vous êtes en train de refaire la même chose au Cap. Vous êtes en train de faire la même chose sur Pétionville. Vous faites la même chose sur les Cayes. » Il n'y a personne pour entendre. Comment sortir de cette situation quand il faut un État fort et qu'on ne l'a pas, quand il faut un État fort et qu'on n'a pas d'État fort. Ça, écoute, c'est vraiment la grosse question pour moi depuis septembre 1994. Et il y a un militaire ami qui me l'avait dit. Moi, j'ai vécu le débarquement des Américains en 1994 extrêmement mal. C'était revivre un événement. J'avais entendu mon père parler de ce qui s'était passé en 1915 et c'était déjà douloureux. Donc, de le revivre en 1994, c'était quelque chose d'absurde, d'incompréhensible. Mais il y a un militaire ami qui m'a dit ça depuis mai 1995. Il a dit, vous pensez qu'on est en train d'humilier l'armée d'Haïti, on est en train de détruire l'image même de l'autorité en Haïti. Donc vous adhérez à la disparition de l'armée d'Haïti, vous allez avoir des bonnes armées. Et ce jour-là, ne venez pas me voir pour me demander de l'aide. Nous avons démantelé toutes les institutions qui faisaient le système de défense
et de sécurité de ce pays avec une irresponsabilité extraordinaire. Et maintenant, comment dire, comme il y avait une armée étrangère sur le terrain, qu'on va avoir par la suite des missions de la paix, les politiciens vont prendre l'habitude de se décharger de la question de la sécurité sur les étrangers. Pendant ce temps, ils s'occupaient à piller les caisses de l'État, on avait le temps pour s'occuper de ça. Mais comment faire aujourd'hui? Ça veut dire que ce sont des chocs. Quand une société prend un choc comme ça, les gens ont pris l'arrivée des Américains en 1994 avec beaucoup d'allégresse. Moi, je me souviens des enfants sur le port, sur le boulevard au Cap, qui chantaient et pour un pays, ben, nous dit oui. C'est ça, t'as dit Américain, t'as débarqué au Cap. Donc, ce sont des chocs dont les sociétés ne se relèvent pas facilement. Ça prend du temps. Et nous, on refuse de regarder les problèmes comme étant des problèmes où le temps est une variable importante. Aujourd'hui, je ne peux pas te répondre. Je ne peux vraiment pas te répondre. Quel est le chemin à suivre pour sortir de la situation où on est là? Et ça va se compliquer. Puisque avec tous ces retours d'immigrants, tous ces gens qui sont bloqués ici et là et qui finiront un jour ou l'autre par revenir en Haïti et qui ne trouveront pas de travail et qui vont retrouver toutes les conditions qu'ils avaient voulu fuir, qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas. Je suis de Port-au-Prince, j'avais fait l'option d'aller vivre en province et je l'ai fait pendant plus de 20 ans. Et là, pour moi, on a perdu Port-au-Prince. Donc, moi, je ne peux pas tout résoudre. À mon âge, je ne vais pas tout recommencer. Donc, moi, je retourne dans un espace dans lequel on pourra vivre plus ou moins bien pendant peut-être encore 3-4 ans. Je n'espère pas plus. Donc, parce que si on ne reprend pas en main le système de défense, parce que le problème, ce n'est pas un problème d'opération de police. La police devrait être le dernier acteur dans l'insécurité. Les premiers acteurs, c'est la douane. Qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort? L'immigration, qui rentre, qui sort? Pour faire quoi? Les compagnies de sécurité privées, personne ne sait qui est dedans, qu'est-ce qu'ils font comme importation d'armes. Donc tout ça, c'est des choses qui relèvent du ministère de l'Intérieur, ça ne relève pas, et du ministère des Finances, ça ne relève pas de la police. Donc tant qu'on ne voit pas la question de la sécurité comme étant un système, donc, et qu'on attaque le système dans son entier, comment veux-tu qu'on crée une police? Toute la campagne est oubliée. Nous voyons le problème aujourd'hui parce que Port-au-Prince, ça devient vraiment, enfin la région métropolitaine, ça devient vraiment trop gros. Mais est-ce qu'on s'est posé la question de ce qui s'est passé dans les sections rurales pendant les 20, 30, 40 dernières années? Est-ce qu'on s'est posé est-ce qu'on sait ce qui s'est passé? Comme ce que ces gens ont vécu comme insécurité pendant tout ce temps-là? Et que le gouvernement a perdu le contrôle du territoire depuis ce temps-là. Et moi, je considère que ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui est la démonstration de la grande sagesse du peuple haïtien. Ça fait 25 ans qu'on est sans système de sécurité et c'est maintenant qu'on commence avec le cannibalisme et des rituels et de violence qui sont absolument insupportables. Où est passée notre capacité d'anticipation? Comment dire, on voit les choses, mais on ne les regarde pas, on ne cherche pas à comprendre ce qui se passe. 1986, tous les agriculteurs d'un certain âge, dans la plaine des Cailles, qui produisaient du tabac, qui produisaient du maïs pour l'alimentation de l'élevage de poules, dans la plaine du cul-de-sac, etc. Tout le monde a arrêté. Yo dit yo même yo pas qu'à goumak jeune garçon qui vinn voler. Yo pas qu'à travail pour jeune garçon vinn voler.
et puis eux-mêmes, ils n'ont pas qu'à le courir derrière eux. Donc, ils ont commencé à fermer les parcelles, etc. Ils ont arrêté de produire. Mais tous ces changements qui se sont produits dans la société, bon, on regardait, tu vois, et même surtout dans ma profession, donc on préférait étudier les cérémonies vaudou, on ne regardait pas les transformations de l'économie paysanne, la façon dont les parents étaient en train de se ruiner pour envoyer les enfants dans des écoles bolettes. Et alors, tu vends ton bœuf, tu vends ta tête, parce que tu envoies ton fils dans une école, tu penses qu'il va avoir l'éducation qu'il faut pour avoir accès à d'autres métiers, à un autre statut social, et puis tu as un directeur d'école qui se fout éperdument de ta gueule et qui met les enfants dans des salles où il n'y a strictement rien, il n'y a pas de livres, il y a des profs absolument sans qualification pour être prof. C'est toutes ces questions-là qu'on doit se poser aujourd'hui. Et pourquoi, enfin, je ne pense pas qu'il va y avoir une réponse pour Port-au-Prince. Il faut qu'il y ait une réponse beaucoup plus globale et qui prend en compte toutes ces transformations. On est dans un autre pays aujourd'hui. La rue Capois, pour moi, c'est fini. Tu sais, quand on a travaillé sur le quartier de Bas-Peu-de-Choses, une des choses qui était frappante après le tremblement de terre, une des choses qui était frappante, c'est que 50% des propriétaires étaient à l'étranger. Tu ne peux pas faire de l'urbanisation avec les propriétaires à l'étranger. Il faut qu'il y ait des gens qui prennent des décisions, il faut que l'État prenne des décisions en discutant avec ses propriétaires à l'étranger. Vous voulez revenir ou vous ne voulez pas revenir? Ok, est-ce qu'on fait du remembrement? Est-ce qu'on fait des immeubles locatifs où on sait qu'on peut faire 6-12 appartements et qu'un type qui débarque de Bombardopolis, il n'est pas obligé d'aller construire un truc qui monte dans une ravine. Il sait qu'il pourra trouver un appartement à louer à l'avenue Magloire-Amboise. Donc, toutes ces choses-là paraissent, quand tu en parles aux politiques, ils ne comprennent pas. Ils trouvent que c'est des caprices d'intellectuels, des fantaisies d'intellectuels et que ça ne sert à rien. Et le résultat, on est en train de passer à la caisse. Et moi, je crois qu'on a un gros problème de qualité de notre classe politique. Toute la journée, on a plein dominicains ici, dominicains là-bas. Mais regarde des diplômes politiciens dominicains, et qui ça a été fait avant de devenir politicien. Il y a la qualité du personnel politique aussi. Le nègre, le seul baril qu'on fait, c'est mettre barricade dans la rue. Et puis après ça, on demande de gérer un pays. Il y a un souci. Il faut qu'on s'interroge, il faut qu'on proteste. Tu vois, là on est en train de vider un certain nombre de quartiers depuis des années. Donc Bel Air, etc. Donc, au fur et à mesure, on chasse ces populations. Et puis, on dit c'est les gangs. Non, ce n'est pas les gangs. C'est les responsables d'État. Le premier des droits de l'homme, c'est la sûreté. Un gouvernement, il s'engage à assurer la protection des vies et des biens. Donc, on ne peut pas dire c'est les gangs. Ce n'est pas les gangs. C'est ton personnel politique qui a détruit ton système de défense et de sécurité et qui a le devoir de le remettre en place. Bon, maintenant, ce n'est pas ceux qui ont cassé qui vont corriger, ça c'est clair. Il faut avoir des réponses et puis maintenant on connaît le profil des acteurs. On va continuer à voter pour eux. On va accepter cette constitution absolument absurde, comme la constitution de 87 l'était aussi. C'est des trucs de rêveurs ou de gens malhonnêtes qui ne prennent pas leur machine à calculer pour voir le coût, qui ne regardent pas la logique de ce qu'ils sont en train de mettre en place. Et puis, il y a même, il fin fait nous perdre 40 années, pour le faire nous perdre 40 encore. Ah non. Écoute, je suis dans une génération, je considère qu'on m'a volé les meilleures années de ma vie à faire à peu près n'importe quoi avec ce pays. Moi, je n'aurais pas aimé que maintenant ce soit mes enfants qui subissent ça. Ça devient un peu compliqué. Mais
la question par rapport à Port-au-Prince, c'est que ce sont des espaces où on a entassé des gens, ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas d'électricité, ils n'ont pas d'école correcte. Ce qui se passe à l'université est inacceptable. On n'a plus d'équivalence nulle part avec un diplôme haïtien. Donc il n'y a rien qui permette de... La ville, c'est un progrès dans l'histoire de l'humanité. Et nous, on a réussi à faire des villes où on n'offre rien aux populations qui y viennent. Et les populations y viennent parce que, comment dire, que tu prennes Campérin, que tu prennes Milo, si tu fais des enquêtes d'exploitation agricole, tu vas voir, c'est le même schéma. Les gens abandonnent la campagne, ils mettent leur famille en ville, ils font le va-et-vient, ils montent le matin à faire jardin, ils retournent, mais ils connaissent Timounio là. Si ils ont un problème à l'hôpital, ils connaissent que Timounio prend l'école contingent. Puis mieux parce que ça a besoin de bois en haut. Donc, cette population est en demande de ville, sinon en demande de pays, puisque ouais, il y a des quantités de jeunes qui pâtissent parce que pas aucune perspective. Et quand je dis ça, c'est pas une fatalité ou un constat pessimiste. Simplement, moi, je vais dans le nord-est, je vais dans le plateau central, je regarde les registres paroissiaux, je vois que 40% des jeunes sont en République dominicaine ou ont été en République dominicaine. Je dis il faut accompagner. L'accompagnement minimal, c'est de mettre par exemple l'espagnol de haut niveau dès l'école primaire. Nous connaissons qu'il n'y a pas à un moment ou à un autre pour y aller en République dominicaine. Autant qu'ils y aillent dans de bonnes conditions. Accompagner ce mouvement. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a plein de choses à faire si on veut dans 20-30 ans qu'on revienne à un fonctionnement minimal. Et c'est pas facile, c'est le monde entier qui est en difficulté. Il faut faire quelque chose pour la ville. Tu as là maintenant, je dis que c'est un problème de long terme, mais il faut commencer. Il y a des choses à faire là aujourd'hui au Cap. Il y a des choses à faire là aujourd'hui au Caille. Il y a des choses à faire là aujourd'hui à Pétionville. On fait yo. C'est pas une histoire de faire des colloques au Caribé. Enfin, c'est fatigant. Mais colloques nécessaires. Mais nous pas qu'à ces colloques seulement on a fait. Et puis, mon professeur d'université que l'on colloque, c'est normal. Mais maintenant, toute l'administration publique dans colloque, c'est pas possible. C'est Daphna Rimidor, présentatrice à Ibopos. Ou remercie soit regarder pour encourager nous, suivez-nous sur toutes les plateformes. Like chaque fois que vous regardez un contenu et puis partagez.